Mais avant de développer tous ces titres, sachez que c'est une nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo qui est en train de s'écrire. Les forces armées de la République démocratique du Congo brillent à travers des exploits dans l'est de la partie est de la République démocratique du Congo, une partie en proie de guerre suite aux agressions des forces négatives. Le commandant suprême de l'armée a pour se faire encourager les vaillants héros de l'armée suite à leurs avancées si remarquables au front, tout en mettant en garde ceux qui continuent à entretenir les poches d'insécurité dans la partie orientale du pays. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Après une longue série de harcèlements contre leur position et les agglomérations à forte concentration de population, les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu l'ordre de réagir. Elles ont ainsi libéré la plupart des entités du Nord Kivu qui, depuis 19 mois, se trouvaient sous le contrôle des ennemis de la paix. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je félicite tous les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats. Je réitère mon appel aux éléments du groupe armé qui vient d'être déguerpi des territoires de Nyiragongo et de Rutshuru à se démobiliser volontairement à la faveur de l'initiative de la région des Grands Lacs, faute de quoi nous n'aurons d'autre option que de les y contraindre par la force. Le même appel est adressé aux autres groupes armés nationaux. Mettre fin à toutes leurs activités militaires rendrait les uns et les autres éligibles à la réinsertion dans la vie nationale. Et la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo sur les rebelles du M23 est un signal fort à tous les pays qui nous entourent ainsi qu'à la communauté internationale. Ça veut dire que désormais, personne ne viendra s'aventurer en RDC. Comme c'est fut dans le temps, ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu en demandant aux jeunes qui sont dans des groupes armés de ne pas résister à déposer leurs armes. C'est un condensé de Patricia Loua, notre correspondant. Guy Kibirando, le président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, l'a fait savoir dans une déclaration faite à la presse ce jeudi à Goma. Nous sommes aujourd'hui contents d'être libérés par notre gouvernement. Nous disons félicitations, bravo. Nous pensons que c'est déjà une très bonne position qui lui donne une place de choix dans le concert des nations du point de vue maintenant politique et diplomatique. Aujourd'hui, le monde entier sait que on ne peut plus venir s'aventurer avec les FARDC parce que, en tout cas, ils sont disposés à défendre l'intégrité du territoire congolais. Je voudrais ici lancer un appel aux jeunes pour leur demander de rester vigilants, de collaborer avec les services de sécurité, notamment la police et l'armée, pour que s'il y a des cas de gens qui continuent à collaborer avec les ennemis de la République, qu'ils soient dénoncés, surtout ne pas se rendre justice. Pour lui, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange est plus déterminé à mettre un terme aux groupes armés au Nord Kivu à travers les FARDC, d'où les jeunes qui sont encore dans différents groupes armés partout en province sont appelés à déposer leurs armes. Les jeunes doivent comprendre que s'ils persistent dans les groupes armés, ils seront responsables, ils seront tenus responsables du non-investissement dans notre pays. Et qui dit non-investissement, c'est-à-dire non-emploi. Parce que si les investisseurs ne viennent pas chez nous, il n'y aura pas d'entreprises qui vont résorber le chômage grandissant et permanent en milliers de jeunes. En outre, 4 jours après la libération de Kiwanja, Rutshuru Centre par les FARDC, la vie reprend petit à petit dans ces agglomérations. Selon notre source contactée ce jeudi, les activités commerciales ont repris à la normale et les gens circulent tard dans la soirée, ce qui n'était pas possible avec la présence du M23. L'administrateur de Rutshuru, Justin Moukanya, installé mardi par le ministre provincial de l'Intérieur, contacté ce jeudi, appelle les habitants de ce territoire encore dans la fuite de regagner Rutshuru car désormais la sécurité est garantie.
Les encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo viennent de partout. Ce point de presse tenu hier avant midi par le réseau national des ONG de droits de l'homme de la RDC, le RENADOC, qui se dit plutôt satisfait des recommandations issues des concertations nationales. Il a été aussi question, entre autres, pour cette ONG de saluer la bravoure dont fait montre les FARDC dans la partie est de la RDC. Depuis la fin des concertations nationales initiées par le président de la République, il s'observe une certaine accalmie sur la scène politique congolaise. Une accalmie qui, selon les réseaux nationaux des ONG des droits de l'homme de la RDC, se justifie par le fait que les pourparlers entre Congolais ont été liés et ont produit des recommandations. Recommandations qui devaient être très prochainement traduites en décision par Joseph Kabila Kabange en vue de sceller la cohésion nationale. Parmi les recommandations, on parle de l'entrée des membres de la société civile dans le gouvernement de cohésion nationale. Par tradition, les acteurs de la société civile, leur place c'est dans les institutions citoyennes d'appui à la démocratie. Si par accident on entre là-bas, nous pensons que les gens qui doivent représenter la société civile doivent être d'une probité morale irréprochable, doivent être des technocrates et doivent être plus compétents que ceux qui sont actuellement au gouvernement qu'on va remplacer. Par ailleurs, les RENADOC saluent la bravoure dont fait montre les FARDC dans l'est du pays, demandent que les M23 soient complètement neutralisés et les responsables impliqués dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité traduits devant les instances judiciaires. C'est un mandat fructueux pour le directeur pays PNUD. Amanda Koulibaly a dit un au revoir de sa mission à RDC, mission entachée des prouesses dans différents domaines d'intervention. Je vous propose de l'écouter. Arrivé fait mandat en République démocratique du Congo, Adama Koulibaly, directeur pays PNUD, a fait ses adieux au Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Cette haute personnalité de l'Agence de développement des Nations Unies a profité de l'occasion pour dresser le bilan de ses différentes activités. Je suis venu voir Monsieur le Premier ministre pour lui dire au revoir parce que je suis en fin de mission ici et le remercier aussi pour la bienveillante attention qu'il accorde à nos activités, les activités du PNUD ici en République démocratique du Congo. J'en ai profité pour lui faire un bilan rapide de ce que nous avons fait au cours des 2 dernières années, notamment dans le domaine de la gouvernance et dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Au cours des 2 dernières années, le PNUD a investi environ 360 millions de dollars sur les 2 axes que je viens de mentionner. Les systèmes judiciaires et sécuritaires figurent parmi les domaines qui ont bénéficié de cette enveloppe. Dans le domaine de la gouvernance, nous sommes intervenus dans la réforme du système judiciaire, mais également dans la réforme du secteur sécurité. Et nous avons, avec le financement du Japon, formé près de 5000 policiers, aussi bien en province orientale, notamment dans le centre de formation de Kapalata, que au Bas-Congo, à Kassangoulou, et plus récemment encore au Katanga, dans le centre d'instruction de Kassapa. Cependant, la fin de la guerre est une astuce qui permettra au gouvernement de disponibiliser des ressources additionnelles pour pouvoir investir en amélioration des conditions de vie des populations. On va parler infrastructure. Le ministre en charge de ce secteur était en visite d'inspection ce jeudi. Il était question pour Fridolin Kaswechi de voir comment se comporte la route en cette période des pluies. Condensé avec Élisée Bilonda. C'est à l'avenue Ndjoku, dans la commune de Kimbanseke, que le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction débute sa tournée d'inspection. L'Office des routes y effectue une expérience de stabilisation du sol par la méthode appelée sol fixe. Fridolin Kaswechi Moussoka longe cette avenue jusqu'au quartier Bouma, installé au niveau de la concession du patriarche Antoine Gizenga. La route stabilisée se présente plutôt bien, comme l'explique le directeur général de l'Office de route, Herman Moutima Sakrini. Après les travaux de stabilisation des 3 km, interviendra la modernisation avec la pose du goudron. Comme les maisons sont pratiquement dans la route, nous allons faire un grand travail d'assainissement. Donc, construire les caniveaux, à peu près 18 000 mètres linéaires de caniveaux, ici. Ce qui permettra de bien drainer les eaux pour permettre de protéger la route. Donc, nous allons commencer à partir de la semaine prochaine. On va venir commencer à partir d'ici. Vous avez vu que la pente, quand il pleut, ça crée des problèmes. Donc,
Au lieu de commencer là-bas en bas, nous allons commencer à partir d'ici pour traiter cette pente. Et après avoir traité cette pente, nous allons maintenant aller progressivement jusqu'en bas. Le Fonds national d'entretien routier, à travers son directeur général, Fulgence Bamaros Lobota, rassure que les fonds nécessaires seront décaissés pour l'entretien de cette route d'intérêt provincial. Ici, nous sommes associés pour contribuer au financement de drains, des caniveaux, des ouvrages d'assainissement qu'on va faire le long de cette route pour assurer sa pérennité. L'enveloppe, le coût estimatif jusque-là qui est établi s'élève autour de 3 millions pour les drains. Nous allons voir comment le travail va faire. Il revient à l'Office des routes d'organiser l'appel d'offres pour ce travail qui sera fait avec les concours des sous-traitants. Point des chutes de la visite, Passa, où la société chinoise CGCD construit un dallo sur la route nationale numéro 1, où les fortes pluies de l'année dernière avaient causé un affaissement de la chaussée. Fridolin Kassuché-Moussoka s'est également arrêté sur le pont cadre de Banounou en pleine construction. Les travaux vont bon train. Moderniser la ville est une chose, mais la maintenir salubre en est une autre paire de manches. Ils se sont donné rendez-vous sur la place des évolués en vue, bien entendu, de la détermination d'assainir la ville de Kinshasa. Unis comme un seul homme, le gouvernement central et provincial n'ont juré que sur la beauté de la capitale qui ne passe que par l'assainissement. Bibi Chungoua sur les images de la primature. Ce n'est qu'un début. La main dans la main, la ville de Kinshasa, le gouvernement, nous allons rendre cette ville très pauvre. Ça ne se passera plus comme avant. Et rien ne peut arrêter l'élan pris pour redémarrer l'image de la capitale congolaise à travers des actions visibles d'assainissement. Kinshasa revêt sa plus belle robe, dont la pérennisation de cette initiative ne peut que passer par le changement de mentalité. Tout est possible. Tout est possible si nous changeons de mentalité. Si nous voulons une ville de Kinshasa propre, elle deviendra plus belle. Souvenez-vous l'histoire d'une question pour un champion, où l'on posait, Quinoises et Quinois, quelle est la ville la plus sale du monde? La réponse a étonné tout le monde. Mais aujourd'hui, le travail qui est fait par les Quinoises et Quinois, le résultat qui est obtenu, ça fait la fierté des Quinoises et Quinois, ça fait la fierté de tous les Congolais. Un appui bien appréhendé par le gouvernement provincial. L'appui que vous ne cessez de manifester pour l'assainissement de la ville nous va droit au cœur. Un esprit sain dans un corps sain. Renforcée en équipement automobile, cette action vient de donner un coup de pouce à cette détermination d'assainir la ville. On travaillait, on n'avait pas assez d'outils et on n'avait pas assez de moyens pour faire évacuer ce qu'ils nous disent. Maintenant que nous avons le véhicule, ça va nous faciliter un peu la tâche de faire évacuer un peu ce que nous récoltons chaque soir. Et donc, l'implication de tous citoyens s'avère important pour une bonne continuité. On espère qu'avec tous ces efforts, l'image de Kinshasa sera redorée à travers le monde. Environnement encore. Le ministre Bavon Samputu a harmonisé ses vues avec l'ONG britannique Global Witness, avec laquelle ils émettent désormais sur la même longueur d'onde sur l'évasion fiscale forestière en RDC. Le dernier rapport de l'organisation se recoupe avec les avis du gouvernement. Séance de travail ce mercredi entre le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et le représentant de Global Witness en RDC. Il était question pour les ministres de faire le point sur le dernier rapport de cette ONG fustigeant l'évasion des taxes dues à l'État par les exploitants forestiers lors de l'exercice fiscal 2011 et 2012. Bavon Samputu Elima a donné des éclaircissements sur la question. Les questions de gestion forestière, au-delà du gouvernement central, aujourd'hui, elle se pose avec acuité au niveau de province. La province doit absolument prendre en charge la question pour éviter de dérapage. Nous avons assaini nos process en termes
de délivrance des différentes autorisations industrielles de coupe de bois. Pour le permis des coupes de bois d'œuvre, comme les matières reviennent aux provinces avec l'orientation de la taxe superficielle, il faut absolument que cet effort d'assainissement puisse être partagé. Sinon, nous retombons à la case départ. Un rapport mené par cette ONG qui tient à fixer son intention sur les taxes d'exploitation des forêts en RDC. J'apprécie beaucoup les efforts faits les dernières années, les dernières 3 années, à peu près 2 ans, qui est reflété par exemple par le fait que des directeurs de services ont été changés. Les dernières 2 ans, le ministère a mené des activités très importantes pour assainir le secteur. C'est bien apprécié. Notons que le ministre a toutefois regretté le fait que ces rapports n'aient pas été d'abord transmis au ministère pour avis et considération avant d'être rendus publics, appelant ainsi à une collaboration. On reste dans ce secteur avec la nouvelle société civile du Congo en collaboration avec le forum d'ONG et PME pour l'assainissement au Congo qui ont organisé une tribune d'expression populaire à Fatima dans la commune de la Gombe. Cette activité de masse a connu la participation des nombreux cantonniers qui œuvrent pour la salubrité publique. Elle s'inscrit ainsi dans le cadre de la lutte contre les violences urbaines par l'encadrement de la jeunesse sans emploi. Constantin Tamboué et Tito Kiché. La nouvelle société civile et le FOPAC envisagent à travers cette tribune et les autres qui vont suivre plaider pour le soutien de projets d'encadrement de la jeunesse, notamment celles qui œuvrent pour le maintien de la propriété dans la capitale Kinshasa. On donne des moustiquaires, on donne des ceci pour lutter contre la malaria, mais l'unique manière de lutter contre la malaria, c'est l'assainissement de la ville. Or, la jeunesse et tous ces chômeurs qui sont dans la ville, c'est un réservoir d'énergie qu'il faut utiliser. Voilà pourquoi la nouvelle société civile est très intéressée par la protection des emplois précaires. Si la population facilite le travail en éliminant déjà les déchets à partir de leur foyer, l'assainissement deviendra un mode de vie pour tout le monde. La campagne lancée aujourd'hui vise non seulement l'assainissement de la ville, mais aussi la protection des emplois de ses compatriotes qui ont pour la plupart renoncé aux violences urbaines appelées communément Kuluna. Nous devons avoir l'habitude de protéger nos génies, c'est-à-dire les gens qui travaillent bien, il faut les protéger. Le pays ne peut se développer que avec les gens qui pensent à ces pays, les gens qui se sacrifient d'abord pour le peuple et qui pensent toujours le peuple, qui ont toujours les langages du peuple. Balayer tous les jours, matin et soir, les rues et boulevards de la capitale est devenu un plaisir et une source de revenus de plus ou moins 4000 ouvriers à Kinshasa qui du reste sont dévoués à rendre service à la nation. J'ai refusé de rester à la maison sans rien faire. Je frappais tout pour l'emploi. Si on me paye bien, et après chaque 2 semaines, mon travail est de balayer. L'argent pour payer ma maman. Je suis maintenant en bonne santé et j'envoie aussi de l'argent pour la scolarité de mes enfants. Ces cantonniers réunis autour de leurs ONG ont la lourde mission de débarrasser Kinshasa de ces 6000 tonnes d'immondices. Jusqu'ici, ils sont financés que pour dégager 1000 tonnes, la raison de cet appel au soutien pour l'assainissement total dans les 24 communes de la ville. Et cette jeunesse congolaise se veut outillée sur la bonne gouvernance, voilà qui justifie la rencontre d'échanges entre les jeunes et les établissements publics. À l'occurrence de l'INSS et l'OCC, thème retenu, la bonne gouvernance, véritable facteur du développement. Julia Pandi et Lindel Kinsangi. La jeunesse d'aujourd'hui doit intérioriser les valeurs susceptibles de garantir le Congo de demain. C'est dans cette optique que se tient un symposium au CEPAS dans la commune de la Gombe autour du thème « La bonne gouvernance, véritable facteur du développement ». Rencontre à laquelle prend part des institutions publiques à l'instar de l'OCC, l'ANAPI et l'INSS, ainsi que de jeunes étudiants venus de différents établissements supérieurs. L'initiative a été saluée par les participants. Ce genre d'initiative permet aux jeunes gens de pouvoir s'exprimer sur déjà les défauts qu'ils ont pu relever dans la société et entrevoir le bout du chemin et proposer de l'alternative à la bonne gouvernance.
Les jeunes viennent d'apprendre aujourd'hui l'éventail d'activités de l'OCC. Le cadre de demain, c'est vous les jeunes. C'est vous qui allez gérer le pays demain. Et si vous avez déjà ça en tête, comment est-ce que nous devons gérer notre pays? Je crois que c'est une très bonne chose. Pour les comités organisateurs, l'apport de la jeunesse est indispensable au développement du pays. L'activité s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des jeunes. En fait, c'est une campagne de vulgarisation sur les bonnes valeurs. Et l'objectif, c'est quoi? Nous voulons engager dans les chefs de jeunes la mentalité de la bonne gouvernance comme véritable facteur du développement. Parce que la jeunesse, c'est le pilier de la nation. Et nous voulons former la base pour arriver au sommet. Ces assises ouvertes ce jeudi vont se clôturer vendredi. L'on espère que cette sensibilisation sur la bonne gouvernance va porter des fruits dans l'avenir. Je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, la ville de Bruxelles et la ville de Kinshasa ont renouvelé hier leur convention de coopération dans les secteurs de l'éducation, convention qui vise à soutenir la réhabilitation des écoles de la capitale congolaise ainsi que leur équipement, accord signé par la ministre de l'Éducation Thérèse Olenga et son collègue bruxellois en charge du secteur Rachidi Madran. Je vous propose ce reportage. La signature de cet accord entre Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'Éducation, et son collègue de la région de Bruxelles, la capitale, Rachid Madran, est aujourd'hui à son 4e programme de travail triennal. Un programme de 37 projets qui vise à soutenir la rénovation et la réhabilitation des écoles publiques et privées de Kinshasa. Avant le renouvellement de cet accord, le ministre belge de la Commission communautaire française de Bruxelles a visité le complexe scolaire Lukunga Ambiza, une école réhabilitée grâce à ces programmes. Des écoles où il y a beaucoup d'enfants, où il y a beaucoup de monde. Je vous ai dit, à Lukunda, le premier, c'est plus de 1000 enfants. Il est anormal que l'on ne puisse pas offrir à ces enfants de militaires des infrastructures scolaires de qualité. Donc je ne peux pas vous donner un calendrier, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que ce projet fait partie des projets sur lesquels il y aura une attention particulière, en tout cas de notre côté. Après l'école réhabilitée, l'autre établissement scolaire à remettre en œuvre est le lycée Kanchachi, une école publique dans un camp militaire, tout un symbole pour Thérèse Olenga. C'est un droit pour nos vaillants militaires, vous voyez tout ce qu'ils font sur le front. Il faudrait au moins que nous puissions les rassurer que nous nous occupons de leurs enfants dans de bonnes conditions de travail. Nous savons que pour construire notre nation, il nous faut au départ le savoir. C'est la qualité des hommes et des femmes que nous allons offrir à ce pays qui fera plus que l'or, le diamant, même le coltan pour lequel on nous fait la guerre aujourd'hui et d'autres ressources importantes. Par ailleurs, depuis 2007, cette école publique et privée de Kinshasa ont été réhabilitées et équipées grâce à ces programmes. Rien que l'année dernière, 3,5 millions d'euros ont été investis. Dans un autre registre, sachez que les membres de l'exécutif provincial de la province de Kinshasa sont eux aussi à l'école d'apprentissage et du savoir, et cela à travers un séminaire organisé par le ministère du Plan, par le biais du secrétariat national du renforcement des capacités qui s'est ouvert au salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa des Assises, qui vise à introduire la culture des résultats et renforcer les capacités institutionnelles en République démocratique du Congo. Nous sommes attendus dès la semaine prochaine. Soucieux de matérialiser l'accord conclu en 2011 entre l'État congolais et l'institution de Bretton Woods sur le renforcement des capacités de l'administration publique, que le secrétariat national des renforcements des capacités Sénat réconcilie et le ministère des Plans, avec l'appui de la Banque mondiale, organise ces séminaires. Durant 3 jours, les membres de l'exécutif provincial de Kinshasa et autres experts venus des 4 coins du monde vont débattre sur les thèmes l'efficacité de l'action gouvernementale et renforcement des capacités en leadership et gestion axée sur les résultats. Nous allons parler des notions et principes de base du leadership. On va également évoquer les notions et principes de base de la planification opérationnelle. On va également échanger des expériences en matière de décentralisation parce qu'on est vraiment en plein dedans lorsqu'on est dans un gouvernement provincial comme celui-ci. Et nous allons aussi les informer, les mettre à jour par rapport à la réforme des finances publiques en ce qui concerne la gestion des finances publiques comme telle, mais également la passation des marchés. Et surtout le vice-ministre des Plans représentant le ministre a quant à lui interpellé les séminaristes sur certains points. Pour réussir le pari du développement, particulièrement dans une mégapole comme Kinshasa, les gestionnaires de l'État ou mieux de la province sont appelés à se placer à un niveau de compétence
qui doit être à la hauteur de la complexité des enjeux politiques, économiques et sociaux, inhérents à un espace comme celui de Kinshasa, qui abrite plus de 10 millions d'âmes. Les besoins de toutes ces populations sont de plus en plus grands, de plus en plus pressants. Pour y faire face, les gestionnaires de la chose publique doivent se doter de stratégies, méthodes et outils de gestion modernes et efficaces. Retenons que cet atelier est le 5e du genre organisé à travers les pays par les gouvernements. La gestion future des ressources minières s'invite, elle également, au débat de l'heure en perspective de la révision du code minier. En République démocratique du Congo, plusieurs sociétés minières, membres de la Chambre des mines, de la Fédération des entreprises du Congo, ont préféré se rencontrer en vue de regarder dans la même direction au sujet de cette mutation. Pendant 2 jours, soit du 29 au 30 octobre, des commissions instituées par la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo ont analysé en profondeur le projet de loi du gouvernement portant révision du code minier. Des travaux auxquels des experts nationaux et internationaux ont été associés pour apporter leur expertise. La Chambre des mines estime qu'il conviendrait de ne pas trop modifier les termes fiscaux du code, afin que la très forte croissance du secteur minier, qui a été observée depuis 2002, puisse se prolonger et s'amplifier dans les années à venir. Simon Tumawaku, vice-président de la FEC en charge de mines, qui a clôturé ses assises, ne pouvait que remercier tous les participants pour leur assiduité pendant ces 2 jours d'intense réflexion. Merci à tout le monde pour votre participation ô combien importante à ce forum. Nous pensons qu'à la fin de celui-ci, en ayant récolté les travaux de chaque commission, nous serons prêts pour la tripartite. La Chambre des mines invite toutes les parties prenantes ainsi que les décideurs à soutenir les efforts du gouvernement visant notamment à augmenter la production tout en s'assurant de la distribution de la force motrice tant pour les besoins industriels que pour le besoin des populations, améliorer l'environnement des affaires en garantissant des dialogues objectifs de qualité entre les administrations, les opérateurs et la société civile. Et enfin, renforcer les efforts du législateur dans la lutte contre les démarches spéculatives d'opérateurs qui s'efforcent de geler les gisements sans procéder aux explorations et études des faisabilités nécessaires. Les questions économiques ne peuvent être résolues indépendamment de l'accroissement des capitaux, si minime soit-il. Et voilà qu'en RDC, on n'épargne presque pas. La Banque centrale du Congo s'en va en guerre pour se faire contre cette léthargie en organisant des campagnes de sensibilisation en faveur des recours aux caisses. C'est un reportage de Julie Sefou. Franchir le pas du long chemin de la culture de la réserve est une nécessité pour tout citoyen congolais. C'est en épargnant que chacun peut participer à l'accroissement de l'économie nationale, car les richesses collectées sont transformées en emprunts pour aider les mêmes contribuables à réaliser leurs rêves. Pour faire large et court de la célébration de la Journée internationale de l'épargne, c'est à l'Athénée de la Goumbé que la Banque centrale du Congo a réuni les Congolais et les enfants en particulier. Épargner en République démocratique du Congo pour un avenir meilleur, oui, c'est possible. Consciente du rôle, de l'importance et de bienfaits de l'épargne, la Banque centrale du Congo saisit l'occasion de la Journée internationale de l'épargne pour mener une campagne d'éducation financière aux fins de sensibiliser la population congolaise sur le bien fondé de l'épargne et de l'amener à s'approprier cette culture. La participation des banques à ce rendez-vous du 31 octobre démontre la nécessité de l'épargne et la détermination de ces différents opérateurs à faire comprendre et vivre la vraie raison de l'épargne. Épargner, c'est vous pouvez même garder de l'argent. Si, exemple, les parents n'ont pas de l'argent pour payer pour vous les Minerval, peuvent venir dans votre compte bancaire pour retirer de l'argent. Épargner, ça peut t'aider pour la vie future. C'est la meilleure solution pour moi, pour notre futur. Parce que quand tu épargnes, ça garantit aussi ta future. Donc, c'est une future meilleure.
En 3 ans de célébration consécutive, le bilan est prometteur. L'épargne est d'autant d'actualité dans d'autres villes et localités du pays. Elle continue à percer et à aider les populations à retrouver le sourire. Chaque Congolais est attendu à ouvrir un compte épargne pour sécuriser l'argent, le fructifier et tuer la thésaurisation. Et on va se rincer l'œil avec ce nouveau produit sur le marché de la téléphonie mobile, Alcatel One Touch Pixie. C'est la marque smartphone mise à la disposition des Quinois à moindre coût par la société de télécommunications Orange. La présentation de ce nouvel outil de communication et de l'information est intervenue ce jeudi à la boutique Orange située sur l'avenue Lukoussa dans la commune de la Gombe. Patricia Panzou et Tito Kishi. Le pack Orange Pixie, c'est le smartphone que vient de lancer la société de télécommunications Orange. Un smartphone vendu non seulement à un prix abordable, mais également avec 360 minutes d'appel, 1200 SMS et 2.4 gigaoctets d'Internet. En plus, l'Alcatel One Touch Pixie est un téléphone à double SIM, écran tactile, un appareil photo et une caméra haute définition, une radio ainsi qu'un lecteur MP3 et MP4. À 73 000 francs congolais, le pack Orange Pixie est disponible dans tous les magasins Orange. Téléphone smartphone le moins cher de la RDC que nous lançons en exclusivité en RDC aujourd'hui et qui permet en fait aux jeunes de pouvoir se connecter sur l'internet, chatter, chercher des mots sur Wikipédia, aller sur l'internet, faire leurs emails à un prix avec une offre Pixie tout à fait exceptionnelle. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Dans la boutique, les invités, notamment des étudiants, ont à travers un jeu concours gagné des packs Orange Pixie. J'ai gagné un téléphone smartphone. Je peux même vous faire voir que voici. Voilà, je suis vraiment content d'avoir ça. Je suis vraiment content. Orange a vraiment innové et il a ramené vraiment une grande innovation, je peux dire ça comme ça. Et surtout avec leur 3G+, je crois, c'est vraiment performant et tout. Donc ils puissent booster et aller vraiment de l'avant. La question a été de donner un slogan de Orange. J'ai répondu, ma solo change avec Orange, la vie change avec Orange. Je suis très contente et je remercie Orange. Et puisque la vie change avec Orange, cette société de télécommunications veut toujours offrir à ses clients le meilleur de l'innovation aux tarifs les plus attractifs. Le lancement du smartphone Alcatel One Touch Pixie était accompagné par l'artiste musicien Fally Ipupa. Ça est partout dans le monde. Retrouvez Steve Mbouy demain pour la grande édition de B1.